Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission hebdomadaire C'est mon histoire, votre émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, pour vous recevoir, je ne suis pas seule. Non, parce que il y a deux personnes sur le plateau avec moi et pas des moindres. Sur ma gauche, Merci, je suis Kelly Bouka, journaliste, chroniqueur dans cette émission. ravi de vous avoir sur ce plateau. Et sur ma droite, notre invité du jour. Et monsieur? Bonjour, je m'appelle Yvon Blazer Malanda. Enchanté, monsieur Yvon Blazer Malanda. Donc, vous voyagez avec deux, trois amis à vous. Vous arrivez à Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, quelqu'un vient vous récupérer à l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe la première année en France, les premiers 6 mois? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un pour vous accueillir? Comment est-ce que ça s'est passé? Dans ma tête, au fait, j'étais un peu naïf. Vous aviez quel âge? Je dois avoir 15 ans, j'allais dans 16 ans, je crois. D'accord. Le pactole m'intéressait peu. En fait, je m'étais mis un but dans la tête que j'arrive à Paris. Maintenant, le pactole, j'ai jamais vu le pactole. Et puis, de toute façon, mon voyage à moi s'est passé dès mon arrivée à Roissy-Charles de Gaulle. C'était l'incarcération. Je me suis fait arrêter. Tout de suite arrivé à Paris. Hein. Ouais. D'accord. Donc, dès que vous êtes arrivé, ils ont saisi les trucs, ils ont vu que finalement vous étiez en train de transporter. Ils vous ont saisi tout de suite. Ils vous ont déféré directement au parquet de Bobigny. Au parquet de Bobigny. J'ai eu quand même un mandat de dépôt de, je crois, de 1 an. D'accord. Donc, du coup, c'est en prison que je suis rentré un peu dans la vie du vice. Maintenant, savoir comment je vais me préparer. Dehors, qu'est-ce qui va se passer? Wow. Mais c'est très fort ce que vous nous dites là. C'est-à-dire que votre première arrivée en France et à Paris, vous foulez la terre donc française. Vous n'êtes même pas en France puisque vous arrivez d'abord sur le tarmac, la Méli-Mélo, Méli-Amélo, Roissy, Charles de Gaulle, et tout de suite vous êtes saisi par la douane qui vous remet à la police, qui elle vous remet à la justice française, et donc tout de suite vous allez en déférer à Fleury-Mérogis. C'est ça pour 6 mois. D'accord. 6 mois renouvelables. Renouvelable. J'ai fait 1 an de mandat de dépôt. Après, je suis passé en jugement avec mon oncle, mon complice. D'accord. Lui, il était condamné parce que, comme j'étais déjà mineur. Ils vous avaient tous attrapé, du coup? Oui. D'accord. Lui et moi. Moi, j'ai fait, je crois, 2 ans et demi de prison, ma première peine. D'accord. Lui, il a pris 5 ans. Mon oncle a fait un choix de revenir au pays. Moi, j'ai dit, moi, je rentre plus. Vous sortez, vous avez à ce moment-là à peine 18 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, en prison, on fait toujours des rencontres. Oui, bien sûr. Je fais des rencontres. Il y a d'autres personnes que je connaissais qu'en prison, j'avais jamais vu de ma vie. Donc, au fur et à mesure, on essaie de garder les contacts. Tu fais quoi? Tu viens d'où? Comment tu as fait pour en arriver là? Non. Moi, ma sortie, je sais pas si c'est le bon Dieu, mais je remercierai le bon Dieu quand même. J'ai gardé mes contacts. Les co-détenus qui m'ont amené dans ces réseaux. J'ai la sœur de mon oncle qui est celle qui m'a élevé là-bas en France, que j'appelle maman. Elle m'a hébergé, elle m'a élevé. Et dans sa cité, c'était pas une cité facile. Donc, il fallait seulement tenir la tête haute et garder toujours le cap, devenir un plus grand voyou, délinquant. Après, ce que tout le monde sait ce que je suis devenu. C'est à la Courneuve, le 93. C'est là où j'ai fait mes premiers pas. Est-ce que quelquefois il vous arrivait d'avoir l'idée d'arrêter et que de l'autre côté vous vivez la pression de vos amis ou de votre entourage qui étaient avec vous dans cette affaire? À vrai dire, je n'ai pas subi de pression. Et en fait, la pression, c'est sur moi-même. Vous dites, est-ce que je n'ai pas réfléchi, arrêté pour chercher une autre voie? Mais l'autre voie que j'allais la chercher où? Déjà que j'étais catalogué, j'avais un casier judiciaire très très long comme mon bras. Donc, combien même que j'aurais arrêté, c'était difficile pour moi de trouver un emploi. Parce que tout le monde sait très bien que c'est un voyou. Monsieur Malanda, si je puis me permettre, vous êtes revenu au pays en quelle année? En 2011. En 2011, d'accord. Donc, c'est-à-dire, vous avez fait combien de temps entre la période où vous êtes sorti de votre détention, la première détention, et la période où vous êtes revenu au pays? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même rengaine, hein.
Après sortir ma première peine, comme j'ai dit, j'ai plongé de plus belle encore, je me suis enfoncé. Mais alors, quelle est la vie? Parce que il y a beaucoup de jeunes peut-être qui rêvent et tout, et même des jeunes qui sont en Europe et qui vont vous regarder. Alors, quelle est cette vie carcérale? Je me réveille le matin, quelle est la vie carcérale de Monsieur Malanda pendant la plus longue peine que vous avez faite, sans cumuler toutes les années et tous les mois de... Je pense que ma plus grosse peine, c'est celle qui a valu que 2 ans après que puisse me renvoyer au Congo. D'accord, elle était de? Elle était j'ai fait 9 ans et demi de prison. D'accord. Pour quel chef d'accusation? Voilà ma armée. D'accord. Beaucoup de braquages accumulés. Un chef d'accusation ou il y avait plusieurs chefs? Il y en avait plusieurs. Comme lesquels alors? Mais après que, comme on dit, on recense tous les dossiers, on envoie un seul magistrat. Cette peine-là, je pense, c'était la plus lourde, qui m'a beaucoup touché aussi. 9 ans ferme. 9 ans ferme, c'est ce que je fais en gros. Et il y avait une longue peine que j'ai dû batailler avec mon avocat Maître Lebras pour sortir en liberté conditionnelle, parce que sinon la peine était de 15 ans de prison criminelle à perpétuité. Et je me suis dit, bon là, je pense que j'ai touché le fond. Et c'est en ce moment-là, je pense que ma conscience revient. Ouais, parce que cette peine-là, après, a commencé à me faire parler seul, à cogiter. Beaucoup de choses s'est passé dans ma tête. Vous étiez à l'isolement? J'ai fait l'isolement, j'ai fait les 45 jours de mitard, transfert disciplinaire, j'ai fait presque toutes les prisons de l'Île-de-France. Ouais. Donc, on te balade là, des fois tu dors à peine, le matin tu te réveilles, tu es transféré encore dans une autre maison d'arrêt. Tu n'as pas le temps de réfléchir, de te reposer. On te balade de gauche à droite, bah, comme en France, disons en Europe. Les prisons, c'est un moment, c'est mental, ça fait mal à la tête que mentalement. On tape pas comme chez nous. Ou on te met au PSP là où tu arrives, on te manque un peu de respect, on sait pas parce que c'est pas la même délinquance. Donc, ma plus grosse peine, c'est celle-là qui a fait que bon, je commençais à prendre conscience, c'est plus une vie pour moi. Et que j'avais plus de force aussi de me battre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu donc pendant toutes ces années, plus de 20 ans, on parle de plus de 20 ans, dans ce lifestyle-là? C'est-à-dire, c'est les finances. Comment est-ce que vous viviez dans ce lifestyle? Bah, les fringues. Ouais. Toujours bien fringué. D'accord. Et par jour, vous tourniez à combien? Bah, par jour, vous pouvez dépenser un petit plus 5 000 €. Et ça, c'est personnel dans argent de poche. 5 000 € par jour, ça partait, mais faut pas que ça te manque aussi demain. C'est-à-dire aujourd'hui, si je me rends compte que j'ai perdu plus de 3 000 € dans mes dépenses, demain matin, je dois repartir au charbon, je dois encore les récupérer. Parce que j'ai déjà une vie où les gens savent que quand tu arrives quelque part, ils ont quelque chose dans la main. Oui. Bah, étant donné que je suis pas aussi ingrat comme pensent certaines personnes, mais c'est de l'argent de l'argent volé, moi, quand j'en avais, je faisais vivre mon entourage. Donc, vous vous étiez fait un nom, clairement, et vous commencez à vous imposer dans votre cité et dans votre cadre de vie. Oui. D'accord. Donc, vous avez regretté réellement au moment où on vous a condamné à 9 années. Et donc, après ces 9 ans, donc 9 ans, vous nous dites que vous parlez tout seul. Votre vie quotidienne, c'est quoi? Vous cantinez? Qu'est-ce que vous faites en prison? Vous nous avez dit que vous rencontrez de grandes personnalités comme des Bernard Tapie, comme des... Excusez-moi, mais vous savez qu'en France, soit quand c'est comme ça, on devient un peu un élément très particulier et à surveiller de près. C'est-à-dire? C'est-à-dire fichier S. Tu es fichier S, tu deviens un peu insociable. Ah, d'accord. Tu peux pas trop te mettre dans une cellule, il y a 2-3 personnes. Après toutes ces années, qu'est-ce que vous avez gagné de cette vie que vous avez menée pendant un bon moment? Ouais, je comprends la question. Sauf que, vous savez, comme je viens de dire, lorsqu'on prend l'ampleur, qu'on arrive à ce niveau-là, oui, à un moment, on a peur d'investir un peu son argent parce qu'une fois que vous êtes identifié, vous êtes saisi. Parce que déjà une simple voiture ou avoir une belle montre à la main, la police, quand tu vous arrêtes, on regarde comment tu es fringué, on pose des questions, tu fais quoi dans la vie? Que tu sois au chômage, tu gagnes le RMI, mais ce que tu as dans ton corps, là, ça dépasse le RMI. Ce que l'État français vous donne, ou même le SMIC, ah non, ou le RSA, non. Donc, c'est un peu difficile de répondre, mais on essaie d'investir. J'essaie de mettre un peu dans les affaires, pour ne pas dire entre guillemets comme honnête, mais faire, genre, je me suis investi dans le commerce, que je sois patron d'un bar. Oui. Mais les clients qui arrivent chez toi aussi, c'est toujours les gars qui sont dans ton monde. Les mêmes, oui.
Donc, quand il y a des belles caisses garées devant un bar où on voit... Ça attire l'attention. Voilà, donc la police vient toujours pour foutre son nez. Donc, à un moment, on évite de s'investir. Donc, quelque part, vous perdez votre liberté. Tu perds même le temps d'être discret. Tu peux pas t'asseoir sur une terrasse prendre un verre. Parce qu'une fois que tu es dehors, on s'est dit que le gars là, il est dehors. Bah, le gars là, il travaille pas où il peut pas travailler. Mais quand à peine sorti, le gars roule avec une belle caisse, toujours de Lacoste qui vaut cher, alors que fonctionnaire de la police, il peut pas se le procurer, mais toi, à peine sorti, tu l'as. Donc, il est pas bête. Il sait déjà que non, le gars là n'est pas, il a pas accroché sa veste, il est toujours dans le milieu. Donc, c'est un peu ça, bah. Et moi, quand je sors de prison, on m'a mis une interdiction sur le territoire français. Alors après, ici, les gens ne savent pas, peut-être que vous, qui avez vécu en Europe avec moi, il y a eu un vice des procédures aujourd'hui que... Il y a eu un vice des procédures. Parce que lorsqu'on met quelqu'un une interdiction de territoire sur le territoire français, c'est à la fin de ma peine qu'on devait m'expulser. Alors que moi, je finis ma peine, on me relâche dehors en liberté. C'est une erreur judiciaire. Voilà. Et puis, on me met sous contrôle judiciaire en entendant de voir que si le monsieur-là a vraiment arrêté avec son milieu. J'ai dit bien ceci que ils n'avaient pas compris, mais moi j'avais compris que c'était plus une vie pour moi. Donc je me suis dit c'est l'occasion, étant donné que j'étais sous contrôle judiciaire, je rendais compte avec un juge d'application des peines. Donc qu'est-ce que je faisais? On me louait un logement, un hôtel. J'avais plus le droit de me retrouver dans la ville où j'ai grandi ou dans les cités où il fallait pas que j'aille. Je respectais. Et après on m'a logé à Cergy-Pontoise. J'ai fait peut-être 1 an ou 2 ans, jusqu'à ce qu'on me dise, bon, vous pouvez repartir chez vous auprès de vos familles. J'ai regagné ma vie familiale. J'avais un récépissé qui était renouvelable. Durant ces 1 an, vous avez mis votre vie en ordre, vous avez travaillé, pointé chez la SPIP. J'ai travaillé, c'est eux qui me trouvaient aussi du boulot. Donc, oui, des tiges, hein, voilà. Des travaux d'intérêt généraux. Voilà. Moi, je faisais ce qu'on me demandait de faire. Si on me dit, allez couper un arbre là-bas, bah, je coupe mon arbre, aller nettoyer le rond-point Mongali, bah, je le faisais, j'avais plus le choix. Parce que là, j'étais vraiment au bout du rouleau, je pouvais plus faire autre chose. Et j'avais plus envie de repartir en prison, de toute façon. C'était la période où vous commencez à prendre conscience. À prendre conscience. Voilà, que bon, le plus dur est passé, c'était être incarcéré. Là, c'est maintenant la réinsertion. Et je dois me réinsérer pour aller de l'avant, pour voir demain, la vie sera payée de quoi. Une fois, je vais renouveler ma pièce d'identité à la préfecture, ça passe. 6 mois après, il faut que j'aille renouveler, mais je n'avais pas reçu la convocation parce que je dormais plus chez moi. Bon, j'étais un peu chez une copine, par là. Et ma mère qui me dit, ouais, il y a une convocation, il faut aller renouveler la pièce d'identité. Quand je vais là-bas, on me dit, ouais, il faut avoir un passeport congolais, il faut faire ceci, sinon on ne peut pas vous renouveler. Puisque je ne peux plus travailler aussi, puisque la carte d'identité a expiré. Mais pour travailler, maintenant, on me demande d'avoir un passeport congolais. Voilà, je dis, mais moi, c'est pas au Congo. Est-ce que je dois demander ça au Congo? On me dit non. Je rentre chez moi, je me renseigne, on me dit, tu vas à l'ambassade du Congo, tu fais la demande. C'est l'ambassade qui livre les passeports. Donc, vous voyez, de ma sortie de prison, j'ai fait 2 ans où je faisais que suivre ce que la justice me disait de faire. Oui. Ce contrôle. Et je fais, il faut aller voir une assistance sociale parce que là-bas, il y a un boulot, il faut faire la planche. J'ai parti. Jusqu'à ce que je suis parti faire la demande du passeport. J'ai galéré quand même pour avoir le passeport avec l'ambassade du Congo, parce que l'administration congolaise, elle est vraiment endormie. Ça dort beaucoup pour avoir un papier. À la fin, on me l'a quand même donné le passeport. Et ce passeport me demande que je dois me présenter avec la préfecture, Cergy-Pontoise, pour renouveler ma pièce d'identité. Malheureusement, j'arrive là-bas. Ils attendaient, donc ça veut dire que c'était un guet-apens. Un vrai guet-apens. J'arrive là-bas, je présente la pièce. Je donne la pièce, on me fait attendre. Je suis arrivé, je crois, il devait être 10 heures. Et croyez-moi, jusqu'à 14 heures, je n'étais pas passé. J'étais toujours en train d'attendre, mais la préfecture était blindée de monde. Et donc, ils vous mettent dans une salle à part, adjacente, ou alors avec tout le monde? Non, j'étais là comme tout le monde, assis comme tout le monde. D'accord. J'attendais mon ticket, même je regardais mon numéro de ticket.
Mais quel a été, je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont avancé, quel argument ils ont avancé pour vous faire attendre jusqu'à 14 heures, entre 10 heures et Bon, 14 au moment où on heures? m'appelle, j'avais senti qu'il y avait un problème parce que j'ai vu que la préfecture était Elle se vidait. vidée et puis entourée de CRS. Ah ouais, ça ramenait de là, la ah police, oui, ouais. ça ramenait du renfort. Dès que j'ai vu, j'ai compris que non, ceux-là, ils sont là pour moi. Hmm. J'ai compris, bah, j'allais faire quoi? Et là, la première pensée qui vous vient à l'esprit tout de suite, vous Bah, je sens que soit il y a un dossier qui est sorti, ouais. comme ils étaient incapables de me trouver dans la rue, donc fallait me faire ce guet-apens que je rentre dans la préfecture. Pour Donc, vous ils me bloquent. encercler, parce que c'est chez eux, bien sûr, la préfecture. Au point où j'en étais, je me suis dit, j'ai plus rien faire, je dois affronter. Au moment que je sens que c'est vide et que je sens qu'il y a un problème, en ce moment-là, on m'appelle à la caisse. Monsieur Yvan Blazer Malanda. Je me présente. Oui. Présentez votre passeport. J'ai posé la pièce d'identité. Présentez le passeport. Ah, comme par hasard, le passeport en plus. Je pose, la situation a changé. Il y a eu un acquittement du territoire, il faudra quitter le territoire. Le temps que j'appelle mon avocat, mais... Ils vous saisissent, ils vous mettent à garde prétention. Oui, garde à vue à Cergy-Pontoise. Vous avez le droit d'appeler l'avocat, vous avez le droit d'appeler la famille, mais la machine était déjà en route. Ouais. Du coup, vous faites le centre de rétention pendant combien de temps? Comment est-ce que c'est là-bas? Parce qu'on entend aussi parler du centre de rétention, mais on ne sait pas à quoi est-ce que ça ressemble. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est différent de la prison? Est-ce que c'est à peu près comme la prison? Est-ce que les gens qu'on renvoie dans leur pays d'origine sont traités comme les personnes qu'on met en prison, comme des criminels? Ou alors ils ont peut-être un meilleur traitement? Parce que tout ça, il faut en parler aussi. C'est des points qui sont clés et importants. Ouais, je pense que... Est-ce que vous avez eu le même traitement en prison que en centre de rétention, ou vous avez senti quand même une certaine liberté en centre de rétention? En centre de rétention, on a à peu près les mêmes conditions que, je dirais, comme en prison. C'est comme toujours, comme vous êtes au mandat de dépôt, sauf que vous êtes là pour quelques jours seulement. Du coup, il s'est passé combien de jours entre votre arrivée en centre de rétention et votre expatriation, donc votre expulsion, pardon, votre expulsion vers la République du Congo? Quel a été aussi l'élément déclencheur? Et puis on viendra sur cette autorité que vous avez rencontrée. L'élément déclencheur, apparemment, je pense que c'est là les autorités françaises, pendant qu'ils pensaient que le gars là, malgré tout ce qu'on est en train de faire comme contrainte, il a toujours une belle vie, parce que des fois, en contrôle judiciaire, vous savez qu'il y a des heures pour rentrer à l'hôtel. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, ça arrivait que je rentre à minuit, 1h du matin, alors qu'il fallait que je rentre à 20h, 19h, mais je me dis, attends, 19h, je vais aller foutre à l'hôtel seul. Donc, alors que vous étiez surveillé sans le savoir. Donc, il y avait des rapports qui tombaient chez la juge d'application de peine et mes assistants sociaux. Bah, je pense que le déclencheur, c'est ça aussi. C'est la gendarmerie qui vient vous chercher. Direction, donc vous êtes déjà à Méliamélo, donc à Roissy-Charles de Gaulle. On vous met dans un camion, on vous met dans un avion. Donc c'est l'avion, le même avion que les voyageurs prennent pour rentrer, voyager. Donc, ou alors c'est un avion bien spécifique seulement pour les expulsions. Ou alors c'est le même vol. Non, c'est le même vol, c'est sur Air France. Donc le même vol que tous les passagers qui voyagent, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce vol-là? On me met dans Air France, c'est un vol comme tout un vol, avec des passagers. Avant qu'on arrive dans l'avion, moi, il y a la gendarmerie qui négocie avec moi, qui dit, bah écoute, si tu portes pas la résistance, nous, arrivés au pied d'avion, on t'enlève les menottes. Donc, il y a eu un peu d'échange des paroles, un peu des accrochages. Mais à la fin, quand j'ai vu que bon, c'était une peine perdue, de toute façon, la cause était déjà foutue. Donc, ça servait à rien de vouloir résister encore. J'ai dit, bon, tant qu'à faire, autant rentrer au bled. Après tout, si chez moi, je peux rentrer. Et quand on arrive, au moment de l'embarcation, moi, j'étais en deuxième classe, mais j'étais escorté par 2-3 éléments de la gendarmerie française en civil. D'accord, jusqu'à Brazzaville. Jusqu'à Brazzaville. Maintenant, avant que le vol décolle, il y a un monsieur, qui est une autorité du Congo. Une grande autorité. Grande autorité, je dirais, parce que à voir ce que j'ai vécu, arriver au Congo et l'ampleur de
de tous les passagers qui étaient dans l'avion, si personne n'a pu parler, c'est que, encore moi, je connaissais pas. Ouais. Le monsieur qui va se renseigner vers la gendarmerie pour dire, ouais, pourquoi l'escorter? Les gendarmes, je sais pas de quoi ils l'ont parlé, mais ils l'ont tenu au courant de ma situation en France. Ils viennent vers moi, c'est pour, monsieur, vous êtes qui? Je me présente. Parce que j'ai mon passeport congolais avec moi en ce moment-là en plus. Je me présente, mon passeport est là, je suis congolais. Non, d'abord, sa question, c'est, vous allez faire quoi au Congo? Vous êtes sûr, vous êtes congolais? Je dis, bien sûr, je suis congolais. Votre identité. Je lui donne mon passeport. Il regarde, lui, il veut partir avec le passeport. Le gendarme français lui dit, non, non, non. Il est avec nous, son passeport reste avec lui. Redonnez-lui le passeport. À vous de lui dire si c'est un passeport authentique. Il dit bien qu'il est authentique, c'est un passeport congolais, fait sur le territoire congolais. Oui. Donc, vous avez voulu savoir il est qui, on vous a dit il est qui, laissez-le partir. Lui, il est avec nous, il est sur notre garde. Je pense que c'est par rapport à l'accrochage que j'ai eu avec cette autorité, qui, comme j'ai dit, je ne citerai pas le nom, mais qui est très très fort, qui ne s'est pas rendu compte qu'il était en train de gâcher aussi la vie d'un citoyen congolais, que c'est le mot qui a eu des problèmes là-bas, qui rentre chez lui, que j'avais droit d'avoir une vie aussi posée calmement. Mais si aujourd'hui vous avez un message de paix peut-être à envoyer à cette autorité ou un message peut-être à lui faire passer, bien entendu de paix, qu'est-ce que vous lui diriez là? Parce que la caméra, elle est aussi là pour ça. Peut-être faire passer un message, peut-être enterrer la hache de guerre ou une trêve. Oui. Oh, mais comme vous pouvez regarder la caméra et lui dire clairement. Moi, à vrai dire, comme j'ai dit tout à l'heure, plus le temps passe et les années, je réfléchis, je grandis. Oui. L'âge de la guerre, je pense pas que je vais enterrer l'âge de la guerre parce que j'ai jamais été en guerre avec lui. Ouais. Mais c'est vrai, c'est décevant, ça pousse un peu d'être un peu en colère. Oui, ouais. Mais la colère, c'est quelque chose à un moment, faut oublier. Sauf que je me dis, est-ce que, par rapport à ce que je vis aujourd'hui, est-ce que lui, il est content que moi, je sois dans cette vie-là, où j'ai du mal à obtenir des papiers administratifs? Je pose la question, qu'est-ce que je fais pour que chaque fois que je fais une demande, puisque ça m'amène à faire, des fois, à faire des demandes dans l'identité de quelqu'un. Et que c'est toujours les mêmes empreintes. Je tombe en quarantaine. Mais si vraiment que j'étais aussi malfrat à ce point-là, la majorité des gens savent qui je suis, où je vis. Pourquoi on ne vient pas m'arrêter si on me reproche quelque chose? Donc, votre message serait peut-être de dire à cette autorité que malgré votre passé, le conflit que vous avez peut-être eu à avoir ensemble, vous avez compris, appris de vos erreurs et qu'aujourd'hui vous êtes un nouvel homme. Hein? Je vais aller de l'avant. Vous êtes un nouvel homme, vous voulez aller de l'avant et que, en tout cas, vous n'avez pas donc d'animosité avec. La vérité serait bonne à dire. Hein. Vous savez que, comme j'ai dit qu'aujourd'hui je mène une vie merdique. Merdique, pourquoi? Parce que tant que je ne suis pas reconnu par l'administration ou l'État congolais, c'est que je suis incapable de faire quelque chose. Je peux vous donner un exemple. J'ai envie d'ouvrir un compte en banque. On me demande de faire un NIU. Et le NIU, pour le faire, il faut avoir une pièce d'identité. Et j'en ai pas. C'est quand j'y vais pour faire une pièce d'identité au commissariat central, j'ai fourni tous les documents qu'il faut, mais le lendemain matin, j'étais en quarantaine. Mettez-vous à ma place. Je vais évoluer comment? Je vis par des lettres de mes amis. Des connaissances qui sont en France ou quelques amis qui sont ici à Brazzaville qui savent qui je suis. Et c'est ça, c'est une expérience de vie ici. Ça, c'est pas une vie. Donc, la vie, c'est quand un homme se tracasse seul. Moi, la seule chose que je fais, c'est de me tenir à carreau. Vous comprenez? La seule chose que je fais, c'est de me tenir à carreau, ne pas créer des problèmes, parce que je sais très bien qu'est-ce que je risque et qu'est-ce qui risque de m'arriver. Votre histoire, elle est très touchante et la partager aujourd'hui, c'est quelque chose de bien parce que je pense que ça va servir de leçon et ça va toucher beaucoup de gens, des familles et tout. Et nos jeunes qui traversent la même situation que vous avez vécue. Aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner, parce que tout à l'heure, vous venez de dire que vous cherchez à regagner la confiance de votre fille, dans votre famille, de façon générale, et vous voulez encore rebâtir votre propre vie. Si vous avez un conseil à donner à nos jeunes qui sont là, qui peut-être sont dans la même situation,
ou d'autres qui sont dans une situation où ils n'ont pas assez d'argent et qui sont tentés peut-être à se lancer. Quel est le conseil que vous pouvez leur apporter aujourd'hui? Parce qu'ils sont là, ils nous suivent. Pour les jeunes, faire comme moi ou me ressembler moi, ce n'est pas de bon exemple parce que j'ai traversé pas mal de choses, comme j'ai su le dire. Il y a eu des morts autour de moi. Oui. Moi-même, j'ai participé à des choses qui n'étaient pas bonnes, où j'ai fait des cauchemars jusqu'à aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard afin de retrouver le bon chemin. Voici le message de Monsieur Kelly. Alors, Monsieur Malanda, pour la fin, est-ce que vous avez peut-être des personnes à saluer et un message de la fin? Ah, s'il y a quelqu'un que je dois saluer, c'est d'abord à ma propre fille Rose. Pardon pour tout. Pardonne-moi pour tout. Et, je te fais un bisou, toi, Messi, et Chloé et Lucas. Et je salue mon pote Playboy du Djumanga. Merci, big up. Et Ravi, Henri Magie. Sois fort là où tu es. Merci. D'accord, très bien. Alors, merci de nous avoir suivis dans cette émission. C'est mon histoire. Encore une fois, nous vous le rappelons, votre émission hebdomadaire qui vous accompagne et qui vous donne surtout la parole. N'hésitez pas, si vous êtes des sponsors, n'hésitez pas à venir. Si vous avez une histoire peut-être à nous partager, n'hésitez surtout pas. Voici mon nouvel ouvrage intitulé L'amour et l'être. N'hésitez pas à l'acheter. C'est une histoire vraiment donc qui parle de femmes, qui parle de voilà, donc n'hésitez surtout pas, c'est le livre qu'il faut avoir, hein, the livre. Ils peuvent trouver le livre s'ils en ont besoin. Ah, malheureusement pour le moment il faut me contacter. Vous me contacterez, je mettrai donc le numéro à contacter juste en bas. Et donc voilà. Et puis pour finir cette émission, je remercie déjà la régie et toutes les personnes qu'il y a parce que forcément vous ne voyez que nous trois, mais il y a beaucoup de gens derrière la caméra et je les remercie pour ce merveilleux travail qu'ils font, le montage. Je remercie Madame Solange Chamba Toyo qui nous permet et qui nous donne accès à ce plateau. Et surtout, mais j'aimerais saluer Monsieur François Bikindou. Je salue Juju Mwanga Playboy. Je salue également Patumo Senju. Je salue Gracia Munganga. Et voilà. Et les mamans du plateau et les gens du Congo. Et je vous salue tous. Et à bientôt dans votre prochain numéro. À jeudi prochain. Au revoir.